Osuba Bejaole, Osuba Bejaole, Afrikesa Osuba Bejaole, Osuba Bejaole, Afrikesa Osuba Bejaole, Osuba Bejaole, Afrikesa Osuba Bejaole, Osuba, 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 Osuba Bejaole, Osuba Bejaole, Afrikesa Osuba Bejaole. Chers invités, les matinales de l'ESCA sont une vitrine, une plateforme que nous, ESCA, offrons aux personnalités du monde politique, économique et bien sûr la société civile à venir ici échanger avec nous et nos invités sur des problématiques majeures à forts enjeux économiques. Et à la faveur de l'élection présidentielle 2015, nous avons décidé de lancer les matinales spéciales élections présidentielles. Et à cette occasion, nous demandons à certains candidats, dit-on les plus grands, à venir nous présenter leur projet économique d'ici à 2020. Comme vous le savez, et c'est notre constat, la Côte d'Ivoire, notre pays, est divisée, affaiblie et appauvrie. Elle doit faire face à 4 défis majeurs. Le défi de la paix, de la réconciliation nationale, de la consolidation des fondements de la République. Le défi de la reconstruction. Reconstruction économique, lutte contre la pauvreté et épanouissement social. Le défi de la gouvernance. Gouvernance politique et institutionnelle, gouvernance administrative, gouvernance judiciaire, gouvernance économique. Comment et avec qui relever ces défis? À la tête de la Côte d'Ivoire, ce beau pays, pour gouverner les Ivoiriens, ce peuple si fier et digne, pour bâtir une nouvelle prospérité économique et sociale, il faut un homme qui non seulement connaît le pays et maîtrise les rouages de l'État, mais qui est avant tout sensible à la souffrance de ses compatriotes et au désarroi des hommes d'affaires. Un homme qui attache une haute importance à l'entreprise privée en tant que principale source de la richesse nationale. Comme il vous a été présenté, je suis ingénieur des télécommunications. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai exercé une vingtaine d'années dans le secteur, comme cela a été mentionné par Madame la modératrice. Mais je voudrais ajouter que depuis 30 ans, je suis dans l'action politique. Pour que mon pays, la Côte d'Ivoire, soit un grand pays, un État moderne, prospère et démocratique. J'ai été maire, ministre du Tourisme et de l'Industrie. J'ai été aussi Premier ministre de 2000 à 2003. Et à ce poste, j'ai eu à connaître et à gérer les grands dossiers de la Côte d'Ivoire dans un contexte de profonde mutation pour notre société et de changements majeurs dans les relations internationales. J'ai engagé des réformes fondamentales dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale du pays. En 2 ans, d'octobre 2000 à septembre 2002, de nombreuses actions ont été conduites pour mettre en place les institutions de la Deuxième République, réformer le cadre juridique et institutionnel de l'administration du territoire, promouvoir la bonne gouvernance et les droits de l'homme, assainir les finances publiques et restaurer l'économie. Nos performances ont été remarquables et remarquées. Budget sécurisé, repris de la coopération avec la communauté financière internationale, assorti d'importants financements extérieurs, retour de la croissance économique dès 2001, appel à candidature et contrat d'objectif avec le directeur des régies financières, rétablissement de l'équilibre financier du secteur énergie, restructuration de la Caisse autonome d'amortissement et sa transformation en Banque nationale d'investissement, mise en place d'un cadre de concertation avec le secteur privé, etc. Au total, ce fut une expérience exaltante et enrichissante qui m'a préparé aux responsabilités que je sollicite aujourd'hui de mes compatriotes. Mais parallèlement à cette action au niveau de l'État, j'assume, comme cela a été dit, depuis 14 ans, la présidence du Front populaire ivoirien. À ce poste auquel je me suis exclusivement consacré depuis mon départ de la primature en 2003, j'ai été partie prenante de tous les épisodes de l'histoire récente de notre pays,
depuis les négociations et accords de Lomé, Marcoussis, Accra, etc., jusqu'aux rencontres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la crise post-électorale en 2011. Élu vice-président de l'Internationale socialiste au Congrès de Sao Paulo, au Brésil, en 2004, j'ai participé à de nombreuses rencontres à travers le monde sur les grandes questions internationales. L'ONU et la gouvernance mondiale, le changement climatique, la dette, la crise financière internationale, l'aide publique au développement, la mondialisation, etc. J'ai donc, chers amis, l'expérience nécessaire. J'ai les capacités requises, j'ai la volonté pleine et entière de relever avec vous les défis qui se posent aujourd'hui à notre pays de façon générale, à l'économie nationale et au secteur privé de façon particulière. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. C'est pourquoi je suis devant vous ce matin et pour aborder avec vous les questions particulières qui se posent au secteur privé. Comme vous le savez, le développement économique est la clé de la prospérité d'une nation. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre parce que son économie est sous-développée. Celle-ci se caractérise par sa nature essentiellement agricole, par la prédominance du secteur informel, par de nombreux obstacles et restrictions à la concurrence, à la liberté du commerce et de l'industrie, par sa polarité. Je m'engage à bâtir une économie moderne et diversifiée pour une nouvelle prospérité. C'est l'engagement qui figure dans notre programme en 15 points, dans notre catalogue d'engagement en 15 points que nous avons appelé les 15 engagements pour la renaissance, sinon pour une nouvelle espérance. Pour cela, j'ai formé des propositions autour de 4 axes en ce qui concerne le volet économique. D'abord, moderniser et rationaliser le cadre macroéconomique. Ensuite, améliorer l'environnement des affaires, industrialiser le pays et promouvoir les services pour développer la richesse nationale, soutenir l'intégration économique sous-régionale pour élargir le marché de nos entreprises locales. Pour aborder donc les 4 sujets, je voudrais donc commencer par le cadre macroéconomique, la modernisation et la rationalisation du cadre macroéconomique. Aujourd'hui, l'économie ivoirienne est marquée par un déficit budgétaire accentué, moins 3% en moyenne du PIB depuis 2011, un endettement massif, 47% du PIB au 31 décembre 2014, contre 36% après le PPTE en juin 2012. Une mauvaise gouvernance caractérisée entre autres par le recours excessif au marché de gré à gré, 97% des marchés selon la Banque mondiale. À ce rythme, si rien n'est fait, le pays court le risque d'un effondrement pour se retrouver dans l'engrenage catastrophique des plans d'ajustement structurel des années 80-90. Cet état de fait provient d'un cadre macroéconomique inadapté aux défis majeurs du pays. Pour y remédier, je propose 4 réformes majeures. Il s'agit d'abord du rétablissement des équilibres budgétaires, de la maîtrise de l'inflation, de l'accélération de l'intégration des activités du secteur informel dans l'économie moderne et de la dynamisation du système de production et de diffusion de l'information économique et sociale. Voilà les 4 mesures que je propose en matière de rationalisation du cadre macroéconomique. En ce qui concerne les équilibres budgétaires, le déficit budgétaire chronique signifie tout simplement que nous dépensons plus que nous ne produisons. Il faut financer ce déficit. Pour ce faire, le gouvernement sollicite en permanence le marché financier régional. C'est là le premier problème que pose le gouvernement à l'émergence du secteur privé. Comme nous le savons tous, les ressources du marché financier régional ne sont pas extensibles à souhait. Ainsi, l'État racle toutes les ressources disponibles qui auraient pu être sollicitées par le secteur privé pour assurer le financement de son déficit, qui est surtout dû à son incapacité à maîtriser ses charges. C'est ce qu'on appelle en sciences économiques l'effet d'éviction. Ainsi, le secteur privé, dont on dit pourtant qu'il est le moteur de la croissance économique, est exclu du marché financier. Là où justement il aurait pu trouver des ressources nécessaires pour financer ses investissements productifs, pour accélérer la croissance et créer des emplois. Le deuxième problème qui est posé au secteur privé avec le déficit budgétaire est le harcèlement fiscal. En effet, en vue de faire face aux échéances des endettements successifs,
Le gouvernement augmente intempestivement les impôts et harcèle les opérateurs économiques. Je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. Non seulement il y a ce harcèlement, mais ce qui est encore plus grave, c'est que cela arrive de façon impromptue. Alors que ce n'est pas prévu ni dans le budget des entreprises, ni dans le plan de financement des entreprises. Ces entreprises se retrouvent en milieu d'année avec des augmentations intempestives qui faussent totalement leurs prévisions financières. C'est pour éviter cet état de choses que je veux rétablir les équilibres budgétaires. Pour obtenir ce résultat, je compte améliorer les recettes d'une part, en mettant en place une fiscalité incitative pour éliminer la fraude, élargir l'assiette par la réduction de l'informel, accroître les méthodes de recouvrement et d'autre part, moderniser l'achat public. Moderniser l'achat public, c'est un volet important parce que nous savons qu'à travers l'achat public, il y a beaucoup de dispersion de la ressource nationale, des ressources budgétaires. À ce propos, je compte créer une centrale d'achat. Une centrale d'achat, comme de grandes entreprises le font, pour, je dirais, grouper les achats de l'administration. Au lieu de laisser chaque administration passer son marché pour les fournitures de bureaux, pour les équipements et autres, grouper pour faire des économies. Parce que lorsqu'on exécute ces dépenses de cette manière, la probabilité de faire des économies est plus grande. La probabilité d'éliminer la corruption est aussi élevée. Lorsqu'on sait en moyenne que la corruption fait perdre environ 350 milliards de francs CFA à l'État, c'est déjà 350 milliards de francs d'économies que nous aurons réalisés par les achats groupés. D'autres pistes d'économie seront explorées, notamment la gestion du parc auto, les frais de mission de réception, etc. En réduisant son train de vie, l'État ne sera plus le concurrent du secteur privé pour les ressources du marché financier et maîtrisera son endettement qui aujourd'hui prend des proportions alarmantes et nous rapproche d'une deuxième initiative PPTE. Concernant la dette publique, ma stratégie est simple. Pour la dette extérieure, ma vision est d'y recourir uniquement pour les projets bien identifiés dans le cadre du partenariat public-privé. S'agissant de la dette intérieure, notamment le recours au marché financier régional, je compte surtout mettre ce marché à la disposition du secteur privé pour y trouver les ressources nécessaires aux investissements productifs créateurs d'emplois et de richesses. Le gouvernement y recourra dans des proportions limitées et si et seulement cela s'avère nécessaire. Mais je voudrais compléter cette information parce que je sais que l'actualité est marquée par beaucoup de revendications des opérateurs privés à propos du règlement de la dette intérieure. Je sais aussi que le gouvernement actuel fait des efforts pour trouver des solutions. Nous comptons poursuivre et intensifier le règlement de la dette. Nous savons les désastres que le non-règlement de la dette intérieure occasionne, surtout dans le milieu des petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas les ressources financières nécessaires pour attendre 2-3 ans avant d'être payées à la suite du marché public. Il faut éviter cela et le gouvernement doit prendre des mesures pour pouvoir conclure avec le secteur privé, je dirais, une sorte de contrat de confiance qui garantisse que les fournitures de l'État seront payées dans des délais raisonnables. La deuxième réforme, c'est la maîtrise de l'inflation. Je favoriserai la concurrence. La question de la maîtrise de l'inflation est liée d'abord à la question de la concurrence. J'ai indiqué qu'il y a beaucoup de restrictions, beaucoup d'obstacles au libre jeu du marché. Et c'est pour cela qu'il faut favoriser la concurrence dans tous les secteurs économiques en démantelant les monopoles, les contrats d'exclusivité en dehors des concessions publiques bien ciblées. J'éliminerai la contrefaçon, les barrages routiers intempestifs. Je mettrai en place un dispositif de suivi des prix à travers différents barèmes établis avec les organisations socio-professionnelles. Toutes ces mesures devraient permettre à tous les acteurs du secteur privé d'évoluer dans un cadre compétitif, à même de libérer toutes les énergies et le savoir-faire de nos entrepreneurs. À travers mon programme de modernisation de l'agriculture et de l'industrie, j'encouragerai la production nationale des biens et services, ce qui permettra de réduire la dépendance aux biens importés, qui est la principale source d'inflation en Côte d'Ivoire.
Donc, il faut lutter contre les sources de l'inflation. Premièrement, la transparence du marché. Il faut que le marché soit suffisamment transparent pour que la concurrence joue en faveur de l'optimisation des prix. Il faut aussi jouer sur l'offre des produits, l'offre des services, pour pouvoir faire jouer en faveur de la baisse des prix, je dirais la concurrence entre l'offre et la demande, la confrontation entre l'offre et la demande. Donc les deux mesures principales que nous comptons mettre en place pour lutter contre l'inflation, c'est ça, la libéralisation de l'économie, l'amélioration de la production, de manière à ce que les consommateurs bénéficient de la concurrence entre les offreurs de produits et services. Troisième action, c'est accélérer l'intégration des activités du secteur informel dans l'économie moderne. J'ai indiqué que l'une des caractéristiques de l'économie ivoirienne, c'est la prédominance du secteur informel. Et je crois que toutes les économies sous-développées sont caractérisées par la prédominance du secteur informel. Lorsque, en Côte d'Ivoire, sur une population active de 10 millions de personnes, vous avez maximum 1 million qui sont dans le secteur moderne, public comme privé, cela signifie qu'il y a 9 millions qui évoluent dans le secteur informel. Cela est inadmissible. Et il faut donc concentrer les efforts sur le basculement de ces 9 millions de personnes, d'actifs, dans le secteur moderne. Donc, le traitement de l'informel est une des voies qu'il faut emprunter si nous voulons avoir une économie moderne. Et c'est pourquoi nous allons prendre des mesures pour intégrer progressivement le secteur informel dans l'économie moderne. Les actions que nous comptons mettre en œuvre s'articulent autour d'abord de la réorganisation et de la mise à niveau de l'ensemble des chambres consulaires, du recensement et de la modernisation des chambres consulaires par corps de métier dans tous les secteurs d'activité. Je crois que cela est important. Mettre à la disposition aussi de ces chambres un personnel qualifié affecté par l'État. Vulgariser à travers ces chambres de métiers, agriculteurs, artisans, commerçants, artistes, etc., les pratiques et techniques modernes. Créer une fiscalité spécifique pour ces métiers. Créer dans toutes les villes une zone d'activité dédiée, incluant les commodités modernes telles que les infrastructures routières, l'Internet, les postes de police, les banques, etc. Professionnaliser les filières agricoles, la pêche et l'élevage. Je crois que c'est cela la grande innovation. Il faut que toutes les activités soient professionnalisées. Et j'indiquerai plus tard ce qu'il faut faire pour que chaque Ivoirien ait un métier et ait un identifiant. Il n'est pas normal que certains citoyens n'aient pas de métier connu par l'État et ne soient pas enregistrés par l'État et qu'ils évoluent dans le secteur informel, ils ne sont pas connus de l'État. Comment cela peut-il évoluer s'ils n'ont aucune référence? Comment peuvent-ils accéder au crédit s'ils n'ont aucune référence? S'ils ne sont pas fichés, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas identifiés, ils ne sont pas localisables. Et donc, cela, il faut d'abord travailler à cela, que tous les actifs soient identifiés et leur métier connu, et qu'ils soient organisés dans des chambres à travers lesquelles ils vont formuler leurs besoins, ils vont identifier les voies et moyens pour promouvoir les activités, ils vont bénéficier de formations, ils vont mettre en place certainement des fonds de garantie qui vont permettre à leurs adhérents de pouvoir accéder à des financements. Il faut donc organiser le secteur informel pour en faire un secteur moderne. Et puis, il faut lancer un vaste programme de promotion des coopératives de production et de commercialisation des produits de l'agriculture, de la pêche, de promouvoir les micro-industries de transformation des productions locales. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous, les Ivoiriens et les Africains, de façon générale, sont trop attachés aux mastodontes industriels. Alors que, pourquoi un agriculteur qui a 30 hectares de cacao, 100 hectares de cacao ne créerait pas une petite unité de transformation, de manière à exporter ou à vendre des produits semi-finis plutôt que de vendre des fèves? Il faut donc diffuser. Cela va permettre aussi de diffuser l'industrialisation du pays. Au lieu de les concentrer à San Pedro, à Abidjan, partout sur l'ensemble des territoires, nous aurons des micro-entreprises. À Bongouanou, il y a 200 hectares de plantation de palmiers à huile. Il y a une micro-industrie de transformation.
200 km plus loin, il y a une micro-industrie de transformation, s'il y a aussi un potentiel. De cette façon, nous allons industrialiser l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Bon, sans compter... Ensuite, dynamiser le système de production et diffusion de l'information économique et sociale. Cela aussi est un problème. Sans information de qualité produite de façon régulière, la formulation des politiques publiques et le ciblage des actions sont faussés. Il en est de même pour le secteur privé qui a également besoin d'informations fiables pour conduire des études de marché pertinentes et assurer une planification stratégique adéquate. Notre système statistique est défaillant. Il faut y remédier. Sans statistiques, sans enquête régulière, il est difficile de piloter une économie et, je dirais, d'anticiper sur l'évolution des marchés. C'est pourquoi nous allons instaurer un numéro statistique sécurisé pour toute personne vivant en Côte d'Ivoire et faciliter l'établissement des pièces, produits de façon régulière dans des délais requis des comptes nationaux trimestriels annuels dans tous les domaines, rendre systématique et régulière la production des comptes satellites, produire des statistiques sur l'ensemble des collectivités locales, produire des statistiques mensuelles sur la situation de l'emploi, réaliser de matière régulière des recensements complets, etc. L'amélioration du climat des affaires. En ce qui concerne le climat des affaires, j'ai ciblé ici aussi trois grandes actions. D'abord, la réforme de la fiscalité. La structure de la fiscalité actuelle est inadéquate et déséquilibrée. Ce sont les taxes et droits de douane, l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial et les impôts sur le traitement des salaires qui constituent 65% des revenus fiscaux de l'État, contre seulement 20% pour les impôts indirects. C'est le contraire dans un pays comme la France, où les impôts indirects financent à hauteur de 56% le budget de l'État. Le problème que le profil fiscal ivoirien pose est qu'il pénalise l'emploi et le secteur productif. Combien y a-t-il d'entreprises du secteur formel assujetties à l'impôt? Pas plus de 10 000. Combien y a-t-il de travailleurs du secteur formel sur qui les impôts sur les revenus sont prélevés? Pas plus d'1 million. 1 million sur 10 millions d'actifs. Ça veut dire qu'il y a 9 millions d'actifs qui échappent à l'impôt sur les revenus et salaires. À combien la population? Bon, nous connaissons. Ainsi, si les impôts indirects sont élargis à l'ensemble de la population, non seulement il est possible d'en baisser les taux, mais aussi ceux des impôts directs, notamment les droits de douane, le BIC, les impôts sur traitement et salaires. C'est ce que je compte faire à travers la réforme de la fiscalité, que je baptise la détente fiscale pour la croissance et l'emploi. Elle vise à optimiser, c'est-à-dire réduire graduellement les taux des droits de douane, taxes à l'importation et à l'exportation, pour améliorer la compétitivité des ports ivoiriens. À optimiser, c'est-à-dire réduire graduellement les impôts directs, BIC, ITS, créer des crédits d'impôt pour la création d'emplois et le réinvestissement, créer un régime fiscal spécifique pour les PME, créer une administration spécifique pour l'impôt rural et foncier, optimiser les impôts indirects pour prendre en compte les activités non couvertes à ce jour, améliorer l'environnement institutionnel de la fiscalité. Ensuite, deuxième mesure, faciliter l'accès au financement. Le problème numéro 1 des entreprises en Côte d'Ivoire, notamment les PME, est la difficulté de l'accès au financement. Je compte régler ce problème en axant les réformes dans 4 directions. Première direction, la Banque centrale et le marché financier. En concertation avec ces pays, les pays membres de l'UEMOA et de la BCEAO, de notre union monétaire, nous allons proposer la création d'un fonds de stabilité financière dont la Banque centrale sera l'organe d'exécution. Elle prendra le leadership dans la gestion des risques liés aux dettes souveraines et ainsi accroître l'attractivité, la liquidité et la transparence du marché financier régional. Les entreprises des secteurs à haute rentabilité, télécommunications, pétrole, gaz, infrastructures et banques, doivent être inscrites à la cote. C'est la deuxième action, pour renforcer davantage l'attrait du marché financier et en faire un outil important du financement de nos économies. Je compte aussi utiliser ce marché comme moyen de cession de certains actifs publics. Troisième mesure, favoriser l'accès aux financiers, l'accès au financement, c'est aussi amener la Banque centrale à s'engager davantage dans le financement de l'économie à travers des lignes de refinancement des secteurs prioritaires, un meilleur encadrement des coûts des services bancaires et du marché interbancaire. La Banque centrale doit promouvoir un secteur bancaire vibrant, accessible à toutes les catégories d'acteurs économiques. Je pense en particulier aux acteurs du monde rural, aux artisans, aux métiers des arts et de la culture. Ensuite, les banques commerciales. La faiblesse structurelle des banques commerciales,
c'est la précarité des ressources à long terme pour financer les investissements productifs. À cet égard, je compte prendre plusieurs mesures institutionnelles pour accompagner le secteur bancaire. Première mesure, réduire graduellement les impôts pour tout produit d'épargne à partir de 2 ans, pour atteindre 0% d'impôts pour une durée de plus de 5 ans. Deuxième mesure, adhérer à toutes les organisations internationales luttant contre le blanchiment d'argent et les transferts illicites et doter l'Agence nationale de lutte contre le blanchiment des moyens humains et matériels pour mener à bien cette mission. Troisième mesure, faire la promotion des moyens de paiement scripturaux et électroniques. Limiter le montant des transactions par espèce. Renforcer le dispositif de répression sur l'usage frauduleux des chèques. Quatrième mesure, encourager l'implantation des filiales des grandes banques internationales et les organismes de financement de l'investissement. Pour financer davantage l'inclusion financière, je compte restructurer la Caisse nationale des caisses d'épargne en vue d'en faire la banque de financement du développement local, de l'agriculture, des petits métiers et des PME, de l'habitat social et de l'innovation technologique. Il s'agit de mettre en place un dispositif de financement spécifique pour cette catégorie d'acteurs économiques qui n'a pas, à l'heure actuelle, suffisamment de facilité d'accès au financement. C'est pourquoi nous allons mettre en place cette banque que nous avons appelée la Banque des métiers. Ensuite, les assurances et la prévoyance sociale. C'est le troisième mécanisme de financement. Ce sont traditionnellement les principaux pourvoyeurs de l'épargne dans une économie moderne. Je compte prendre des mesures vigoureuses pour les redynamiser. OK. Mais je voudrais terminer avec un dernier dispositif qui est le financement alternatif, c'est-à-dire la création d'un fonds souverain. En vue d'accélérer l'investissement des secteurs prioritaires et de favoriser l'émergence de champions nationaux dans les milieux d'affaires, je compte créer un fonds souverain. Les objectifs spécifiques assignés à ce fonds sont reprendre toutes les participations de l'État pour en assurer une meilleure gestion et les céder graduellement d'une part à des entrepreneurs nationaux compétents et d'autre part sur le marché financier régional. Tout à l'heure, Madame la modératrice a dit comment aider les entrepreneurs nationaux. Le fonds de souverain sera un instrument qui va permettre à des nationaux qui veulent s'engager dans des secteurs, qui veulent entreprendre et qui manquent de financement, de pouvoir le faire en compagnie de l'État, qui va par la suite leur céder ses parts dans ces secteurs-là. S'allier au secteur privé national pour créer, acquérir et développer des entreprises avec des clauses de sortie. Donc, l'État négociera des clauses de sortie. Si vous voulez, aujourd'hui, nous n'avons pas d'industrie dans le domaine de l'agriculture au niveau des engrais. C'est un secteur structurant. Nous n'avons pas d'entreprise. Ceux qui veulent le faire, l'État peut se mettre en partenariat avec des privés ivoiriens et progressivement, sur 5 ans, céder ses parts. S'allier à des investisseurs privés étrangers dans le cadre de partenariats public-privé, optimiser les ressources et les actions en s'associant à des fonds similaires à travers le monde. Voilà maintenant le développement du tissu industriel, de la diversification de l'agriculture, c'est véritablement un volet important aussi, mais qui n'intéresse pas forcément la question qui est adressée aujourd'hui. Mais nous sommes à votre disposition pour apporter, dans la mesure du possible, les compléments d'information que vous aurez souhaité à votre demande. Et je voudrais vous dire encore une fois merci de votre attention.